Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et vraiment, moi, ma spiritualité, comme tous les musulmans, ça fait partie de ma vie. Et pas en parler, vraiment, je me sens un peu schizophrène de pas en parler, en fait, et de vraiment faire comme si ça n'existait pas. Donc là, le besoin, il s'est ressenti, ça a été progressif. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia, médecin, blogueuse, hôte du podcast Minute Santé et auteur du livre Guide du musulman optimal. Nadia nous parle de son parcours et ce qui l'a poussée à créer son blog Conso Muslim en 2013 pour nous aider à prendre soin de notre santé, et ce de façon globale, et en privilégiant les alternatives naturelles et la prévention. Elle nous dévoile aussi les éléments clés dont elle parle dans son livre pour bien préparer et organiser son mois de Ramadan. Je pense qu'on l'a peut-être tous vu avec nos mamans, en tout cas. Elles passent énormément de temps en cuisine. Et c'est pas l'envie qui leur manque, elles ont envie de lire leur Coran, etc. Mais elles n'ont pas le temps parce que elles passent toute la journée à cuisiner pour faire plaisir au papa, aux frères, etc. Et elles s'oublient elles-mêmes et elles oublient leur spiritualité. Donc c'est dommage de passer à côté. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah Nadia. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, et toi? Très bien. Alhamdulillah. Au moment où on enregistre l'interview, on a 10 jours du mois de Ramadan. Je ne sais pas encore quand je sortirai l'interview, soit dimanche, soit au début du Ramadan, on verra. Mais en tout cas, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Ah, merci. Nadia, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous faire une courte présentation de qui tu es? Oui. Du coup, je suis Nadia, je suis médecin. J'ai un blog, donc le blog consomuslim.com depuis 2013. Mhm. J'ai un podcast depuis 2020, donc le podcast Minute Santé, où j'aborde différentes questions santé. Voilà. Et j'ai écrit un livre que j'ai sorti il y a 2 ans et l'année dernière en version papier qui s'intitule Guide du Ramadan optimal. Ok. On va essayer de comprendre un peu de comment tu en es arrivé à créer ce blog, parce il est machallah, j'ai pu regarder un peu ce que tu fais, c'est assez intéressant, tu as différents produits, tu parles de beaucoup de choses, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Euh, et ça m'intéresse de savoir pourquoi un docteur se lancerait sur Internet comme ceci. Donc, tu as dit que tu étais docteur, donc j'imagine que tu as forcément fait des études en médecine. Est-ce que tu peux Oui. nous parler de qui tu étais plus jeune, à 12 ans? Qui était Nadia à 12 ans? Dans quel contexte elle vivait? Et quels étaient ses rêves? Est-ce qu'elle aspirait à quelque chose déjà à cet âge-là ou pas? Moi, il faut savoir, je voulais être médecin depuis le CP. Donc voilà, c'est venu très tôt, cette vocation, sauf que je voulais faire pédiatre à la base. Après, bon, j'ai changé d'avis entre-temps. Mhm. Donc oui, en fait, j'ai toujours voulu faire médecine et pour moi, il n'y avait pas de plan B. En fait, c'était soit ça, soit rien. Mhm. Donc Tu avais de la depuis famille médecin? enfant, non. Mais Ok. à la base, il y avait mon grand frère, quand j'étais toute petite, en primaire, qui disait qu'il voulait être médecin. Donc j'ai un peu copié mon grand frère, c'était mon modèle. Et Mhm. sauf que lui, il n'a pas fait ça, hein. Il s'est dirigé vers quelque chose qui n'a rien à voir. Mais moi, je suis restée sur ça, en fait. Je suis restée Ok. sur ça. Du coup, depuis petite, je m'intéresse. Enfin, on avait des livres à la maison sur le corps humain, etc. Enfin, c'est parti comme ça. Et du coup, à 12 ans, c'était toujours pareil, hein. Je voulais toujours être médecin, pédiatre exactement. Mhm. Et j'ai vécu dans une famille maghrébine à lambda, enfin algérienne, avec mes frères à la maison. Sachant que j'avais un autre grand frère et une autre grande sœur qui étaient déjà pas mariés, donc pas avec nous. Mais voilà, donc j'ai grandi dans un environnement masculin. Ça laisse des séquelles. Et voilà, en gros, pour mon enfance, c'est vraiment enfin, la famille maghrébine typique, quoi. Le chemin était assez simple pour toi? Oui, c'est quoi les difficultés que tu as pu avoir dans tes études? On va dire, j'étais assez déterminée et comme depuis petite, je savais ce que je voulais faire. Enfin, c'est comme si la voie était toute tracée. Enfin, je savais que voilà, je voulais faire une seconde générale, faire première S, terminale S pour pouvoir accéder aux études de médecine après. Du coup, en fait, enfin, du coup, ma scolarité, à chaque fois qu'on me demandait, j'ai jamais eu besoin de conseils, entre guillemets, parce que je savais ce que je voulais faire. Donc voilà, c'était Hmm. un peu tout tracé. Des difficultés pendant ma scolarité, enfin, à proprement parler, à part le racisme, j'en ai pas eu.
Ouais. Enfin, scolairement, au niveau scolaire, j'ai pas eu de difficultés, alhamdoulilah, ça se passait toujours bien. Donc, Mhm. j'ai pu faire toutes mes années tranquillement. C'est Et bon après, élève. j'ai accédé. Voilà, c'est ça. J'étais bonne élève et après, bah, j'ai accédé à la fac de médecine tout naturellement. Ok, ok. Est-ce que ta motivation pour faire de la médecine, enfin, tes raisons pour lesquelles tu voulais faire médecine, ça a évolué au fil du temps? Au début, tu disais, c'était pour un peu suivre ton grand frère. Et pendant tes études, est-ce que ça a changé un peu? Tu t'es plus intéressé à l'humain ou tu as eu d'autres raisons qui se sont rajoutées? En fait, ça a évolué pendant toute mon enfance aussi, parce qu'au début, voilà, je voulais suivre mon frère, mais quand mon frère n'a pas fait ça, j'ai pas décidé de changer. Je me Mhm. suis nourrie un peu de ça, et au final, après, je suis quand même, je pense, depuis petite, empathique, donc je voulais faire un métier, en tout cas, en rapport avec l'humain, aider l'humain à aller mieux, enfin, peu importe comment, mais voilà, enfin, j'avais toujours cette vocation-là, et après, oui, ça a évolué aussi pendant mes études de médecine, parce que comme je l'ai dit au début, je voulais faire pédiatrie. Après, j'ai fait un stage en pédiatrie, j'ai vu que je crois que j'étais trop empathique, justement. Je faisais que de pleurer tous les soirs. Du coup, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je vais faire une dépression si je fais cette spécialité. J'arrivais pas à avoir le recul nécessaire avec les enfants, en fait. Pourquoi? C'était Puis parce voilà, qu'il y après, avait, dans la pédiatrie, tu vois beaucoup de choses tristes. bah, le stage où j'étais, encore moi, j'avais négocié pour pas aller en cancéro, donc pas aller dans le service où il y a les enfants atteints de cancer, parce que là, clairement, moi, j'aurais pas pu. Donc, Mhm. dans le service où j'étais, il y avait un peu de tout, mais bon, c'était quand même des hospitalisations, donc il y avait des choses banales qui nécessitaient une hospitalisation, comme des gastro-entérites, etc., ou des bronchiolites, mais il y avait aussi bah, des suspicions de cancer, ou enfin, après des maladies un peu plus on va dire, invalidante comme la drépanocytose. Enfin, juste moi de voir un enfant souffrir ou pleurer, je me sentais pas bien en fait. Du coup, enfin, je me suis dit non, Mhm. mais En je plus, peux pas être parler aux pédiatre. parents, l'annoncer aux parents, tout ça, Oui, c'est... oui, c'est ça. En fait, il y a aussi la Mhm. souffrance des parents en face. Parce que enfin, je me rappelais avec une patiente quand on suspectait un cancer et la petite, elle était joyeuse, elle comprenait pas trop finalement, mais de voir sa mère enfin, être forte devant la petite fille et quand elle sortait, bah, lâcher tout et pleurer, enfin, c'est dur parce que nous, on doit rester de marbre en fait, on a des émotions, mais on doit rien montrer, donc c'est très compliqué en fait, hein. Donc nous aussi, Mhm. on se retient sur le coup, puis on décharge en rentrant ou pas, hein. Des fois, on garde les choses enfouies. Et donc voilà, j'ai su que là, cette spécialité n'était pas faite pour moi. Et puis Ok. voilà, au fur et à mesure des études, j'ai fait des stages et je voyais un peu ce qui me plaisait ou pas. Et ça a conditionné un peu mes choix d'après. Ok. Bon, pour revenir sur le blog Conso Muslim, Oui, ce blog, tu l'as créé il y a plusieurs années déjà. oui. En quelle année? En fin 2013, Ok, donc juillet ça par fait là. 8 ans et demi par là. Ouais, ça fait déjà C'est ça. un bout de temps. Tu étais quoi à ce niveau, à ce moment-là? Tu étais en début de carrière ou ça faisait déjà un moment que je Euh, travaillais? alors attends, il faut que je me rappelle. Je crois que j'étais interne en médecine. Enfin, déjà, j'étais déjà médecin, quoi. Je travaillais déjà. Ouais, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai plus la notion du temps. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce blog? Qui d'ailleurs n'était pas, Euh, j'imagine, que ça n'avait rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Ça a beaucoup non, évolué entre-temps. Ouais. ouais, justement, ça s'est un peu fait sur un coup de tête, parce qu'à la base, j'étais sur Twitter en 2012 Mhm. avec une amie Fatima, justement, et bah, je commençais à partager. Moi, de mon côté, en fait, dans ma vie personnelle, je m'intéressais à tout ce qui était au naturel. Que ce soit remède naturel ou beauté au naturel, c'était souvent ça. Et du coup, je partageais le fruit de mes lectures, des petites astuces sur Twitter. Et en fait, Mhm. je ne sais plus qui m'avait dit à l'époque, mais pourquoi tu partagerais pas ça sur un blog? Donc au début, en fait, j'ai commencé en 2012, à vrai dire, mais ça s'appelait pas Conso Muslim. J'avais un blog, c'était Blogspot, enfin les trucs un peu archaïques là. Ouais. Et j'avais commencé déjà à faire des petits articles remèdes naturels contre les brûlures d'estomac, ou après, il y avait aussi des articles beauté. En fait, c'était beauté, santé au naturel. C'était très centré comme ça. Mhm. Et du coup, bah, petit à petit, au fur et à mesure de mes lectures, bah, forcément, quand on lit des choses qui a trop naturel, ça appelle à l'écologie. Mais je pense que cette fibre écologique, je l'ai depuis toujours. Sauf que là, en lisant sur le sujet, bah, ça a développé ça. Et après, j'ai voulu partager bah, sur l'écologie, mais dans le sens protection de la planète, enfin les éco-gestes qu'on peut faire de façon individuelle, Mhm. chacun à son échelle.
Voilà, c'est comme ça que ça a évolué. Et après, j'ai appelé ça conso musulman par rapport à la consommation, comment un musulman devrait consommer pour protéger la planète, sa santé, etc. Donc voilà, au début, c'était quand même très centré écologie, santé au naturel, beauté au naturel. Après, j'ai évolué, je faisais plus trop beauté au naturel, c'était très axé protection de l'environnement en fait. Et depuis 2020, j'ai ressenti le besoin de mettre un peu plus de santé. Parce qu'en fait, avant, je communiquais pas sur le fait que j'étais médecin tout au début, je ne disais pas. Ouais. Et Pourquoi? j'ai C'est quoi la commencé. raison? En fait, j'en voyais pas l'intérêt. Ah oui, parce que Parce c'était que je plutôt des parlais pas. sujets sur l'écologie, tout ça. C'était Voilà, c'est pas. ça, je parlais pas de Mhm. santé, médecine, vraiment. Quand c'était vraiment remède naturel, c'est les remèdes de grand-mère qu'on apprend de nos mamans, de nos grand-mères, etc. Donc voilà, pour moi, j'avais pas forcément besoin de dire que j'étais médecin. Et petit à petit, je pense qu'une fois, j'avais parlé d'un sujet santé, et je crois que c'était sur Twitter encore, on m'avait dit oui, laissez les sujets comme ça pour les médecins, justement. Et je crois que je l'ai dit, bah, justement, je suis médecin, donc je peux en parler. Et depuis, bah voilà, Ça après, tombe bien. j'ai communiqué dessus parce que j'ai commencé à faire quelques articles santé. Et pour éviter bah, justement d'avoir ce genre de remarques, j'avais dit, voilà, je suis médecin. Mhm. Donc Donc vous ne ensuite, pouvez rien dire. Ouais. enfin, on peut toujours dire, chacun Ils pourront a pas son... t'attaquer Si sur on le n'a fait pas que la tu t'es science pas. T'es pas... infuse. Voilà, c'est ça. Parce qu'on me disait que j'avais un manque de légitimité, du coup, voilà, c'était pour répondre, ben non. Enfin, voilà, Mhm. je rapporte pas des choses d'un livre, c'est des choses que j'ai apprises. Après, on peut être d'accord ou pas, ça, c'est pas un souci. Euh, Mhm. on n'a pas la science infuse, même si on est médecin de toute manière. Donc voilà. Ouais. Et après, j'ai fait plus de médecine. J'ai ressenti le besoin en 2020 quand j'ai sorti mon podcast, en fait. J'ai commencé un petit peu avant parce que le podcast d'où c'est parti, je faisais des stories sur Instagram santé. Et là, c'était vraiment de la médecine, en fait, que je faisais, enfin, de la médecine préventive, même, je dirais. Et j'ai vu que ça accrochait bien, ces stories, elles marchaient bien. Donc, je me suis dit, enfin, mon mari, ça faisait longtemps qu'il me disait, pourquoi tu fais pas un podcast? Mais moi, j'avais pas la partie technique, donc je repoussais, je repoussais. Puis un jour, il m'a offert un micro, en fait. Donc, c'est parti de comme ça. Il m'a offert un micro, donc je me suis dit, bah voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Puis il m'a appris Ok. à utiliser Audacity, etc. Et là, j'ai ressenti le besoin de parler plus de médecine. Et parce que j'avais fait un peu le tour de tout ce qui était écologie, mais j'avais envie de partager. Enfin, pour moi, ça fait partie de ma personnalité. Du coup, de ne pas parler de médecine, j'avais l'impression d'être amputée d'une partie, en fait. Donc, j'ai Mhm. rajouté ça. Et après, j'ai ressenti le besoin aussi de parler de spiritualité, parce qu'en fait, j'avais tendance, alors que j'ai appelé ça conso musulman, donc musulman depuis le début, mais Mhm. il y a une période où j'avais une tendance je pense on a tous ce syndrome-là au début, on veut plaire à tout le monde. Et ben, Ouais. quand je faisais des posts islamiques, on va dire ça comme ça, bah, je voyais que il y avait des gens qui se désabonnaient, etc. Après, maintenant, je me suis totalement détachée de ça. De toute façon, que Ouais. les gens qui doivent partir partiront de toute manière. Et pareil, ça fait partie de ma personnalité, je suis musulmane. Je pense qu'on fait assez l'abstraction de ce côté-là dans notre vie quand on vit en France, par exemple. Je me suis Mhm. dit, non, là, pour mon blog, j'ai envie d'être pleinement moi, donc je vais parler de ma spiritualité librement, parler de ce que j'aime, donc la médecine, l'écologie, etc. Et faire ce qui me plaît, en fait, en gros. Ouais. Et ça, c'est un moment, enfin, je pense que c'est super intéressant, même je pense que tout le monde peut le ressentir à un moment donné, le fait de s'assumer sur ce qu'on fait, de s'assumer en tant que musulman. Est-ce que tu te souviens un peu enfin, les motivations qui t'ont poussé à t'assumer plus en tant que musulmane? Est-ce que ça a été quelque Par chose rapport qui s'est fait du jour au lendemain, tu t'es dit, bon, aujourd'hui c'est bon, ou bien ça a été graduel? Est-ce que tu as vécu quelque chose? C'est quelque chose qui demande, qui demande un peu de courage, quand même. C'est par rapport au blog hein, que tu me demandes ça. Oui, par rapport au blog, oui. Ouais. Par rapport au blog, en fait, de toute façon, ça n'a pas été linéaire parce qu'il y avait une période où je partageais, par exemple, tous les vendredis, que ce soit un hadith ou un verset, enfin, une réflexion spirituelle, etc. Après, j'avais arrêté. Mm. J'avais arrêté parce qu'il y a une période où j'avais pas forcément qu'un public musulman, j'avais un peu de tout. C'est encore Ouais, le cas maintenant et les gens intelligents, même s'il y a un hadith et qui sont pas musulmans, ils restent quand même parce qu'ils s'intéressent à l'autre contenu en fait, ils s'arrêtent pas à ça quoi. ouais. Et en fait, du coup, bah, j'ai eu une période au début où ben, j'assumais. Après, j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi, en fait. Je me suis un peu
bah, en fait, j'ai donné ce que je pensais qu'on voulait de moi, en fait, alors que clairement pas. Hmm. Et après, je me suis dit, ça a été progressif pour répondre à ta question, parce que c'est des réflexions que je me fais, puis souvent je discute avec mon mari, puis je me disais, ouais, en fait, non, je suis d'accord, je dois m'adapter à ma cible, donc à mes abonnés, leur donner ce qu'ils veulent comme sujet, etc. Mais il faut aussi que je fasse ce qui me plaise, parce que si je parle de choses et que j'éteins ma personnalité, je vais pas être épanouie, moi. Donc, au final, le projet, il va pas durer, en fait. Hmm. Et vraiment, enfin, moi, ma spiritualité, ça fait, enfin, comme tous les musulmans, ça fait partie de ma vie. Et pas en parler, vraiment, je me sens un peu schizophrène de pas en parler, en fait, et de vraiment faire comme si ça n'existait pas. Donc là, le besoin, il s'est ressenti, ça a été progressif. Et Ouais. de toute façon, je partageais quand même des posts de temps en temps, mais là, je le fais beaucoup plus régulièrement depuis quelques temps. Parce que voilà, pour moi, ça fait partie de la santé. Parce que pour moi, je parle de santé. Il n'y a pas de santé sans santé spirituelle. Après, voilà, là, ça Hmm. va parler aux musulmans quand je parle de santé spirituelle, parce que je parle de religion musulmane, mais ça peut aussi parler à un croyant, et lui, ça va résonner en lui selon sa croyance, hein, mais voilà, donc pour moi, en fait, on ne peut pas parler de santé si on enlève la santé spirituelle, parce que moi, je pense, je suis intimement persuadée qu'il y a un certain nombre de maladies euh, du XXe siècle, enfin non, au XXIe siècle, pardon, je suis restée au XXe siècle, qui sont dues justement à ce manque de spiritualité et à ce trop-plein de matérialisme. Donc Ouais. voilà, il y a aussi cette réflexion, c'était le fait de pouvoir moi aussi assumer le fait que je sois musulmane, et puis bah voilà, si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Et Hmm. aussi le fait que je pense que même pour les personnes qui me suivent, il faut qu'ils se reconnectent à leur spiritualité, à leur religion, Oui. pour prendre soin de leur santé complètement, en fait, que vraiment la prise en charge, elle soit complète. Oui. Ok. Et quand tu as pris cette décision, est-ce que tu as senti un avant et un après par rapport à comment tu voyais le projet et comment les lecteurs et les auditeurs et auditrices voyaient le projet, ton projet? Alors, de mon côté, du coup, je me suis sentie mieux parce que j'étais moi-même, en fait. J'avais quand même l'impression de ne pas être moi-même, de mettre un masque. Donc là, je me suis sentie moi-même. Du coup, je pense que ça devait se ressentir aussi dans ce que je partageais. J'étais beaucoup plus à l'aise, etc. Et dans le public, bah forcément, enfin, en tout cas sur les réseaux sociaux, bah, j'ai eu des désabonnements, forcément. Mais franchement, tant mieux, ça fait le tri en fait. Et après, Oui. bah, finalement, j'ai attiré les personnes comme moi et c'est pas plus mal. Donc, qui partagent la même vision que moi, ou même si c'est pas des musulmans, qui sont tolérants dans le sens où s'ils voient un post qui parle de religion, ils vont pas partir en courant. Ils prennent Hmm. ce qui leur parle et ils mettent de côté ce qui leur parle pas. Et je pense que c'est bien, c'est le genre de personnes que je veux sur mon compte, parce que je cherche pas du tout la quantité, mais la qualité. Donc, en fait, finalement, c'était un très bon choix que j'aurais dû Ok. faire plus tôt. Les peurs que tu avais avant de passer à ça, tu t'es rendu compte en fait qu'elles n'étaient pas fondées, que elles Oui, n'étaient pas forcément vraies. oui, c'est vrai. J'ai toujours cette peur bah, de froisser les gens, ou que bah, enfin, Même des je sais réactions, pas peut-être des comment dire ça. réactions, je sais pas, de... Oui, c'est ça, des Hmm. réactions agressives. C'est souvent ça, en fait. Parce que les réseaux sociaux, il y a quand même des réactions assez violentes. Parfois, ça se passe souvent en privé, donc les abonnés ne le voient pas forcément. Et Hmm. c'est vrai que, bon, après, quand on a un certain nombre d'abonnés, quand au début c'est une seule personne, de temps en temps, ça va, on gère, mais après, quand c'est plusieurs personnes, on reste des Hmm. humains, donc des fois, on a du mal à gérer. Et moi, j'aime bien Ouais. rester dans mon monde des bisounours et être bien avec tout le monde. Donc voilà, c'était cette crainte-là de se dire, ouais, bon, ils vont pas être contents, ou ils vont, je vais avoir des commentaires agressifs, ou pas, hein, mais voilà, c'était pas fondé, parce que finalement, c'était tout le contraire. T'en as pas eu tant que ça, tu as plutôt des commentaires positifs? Oui, oui, bah, oui, majoritairement, ça a été bien accueilli. Et même les gens, je pense qu'ils l'ont pas mal accueilli, ils sont juste des abonnés, ils sont pas venus me voir en privé pour me dire, ouais, pourquoi Hmm. tu parles de religion Ouais. de temps en temps, quand j'ai pris des prises de position, on venait me voir en privé, mais pour me dire, oh, c'est dommage, j'aimais bien ce que vous faisiez. Je Bah, t'aimais après, je me bien, dis, maintenant bah, je t'aime si, plus. voilà, c'est ça. Après, je me dis, si on remet en question tout mon travail, parce qu'une fois, je dis mon avis, bah, c'est dommage, en fait. C'est dommage de Hmm. balayer tout ça avec un seul poste, quoi. Donc, bah, c'est tout, Ouais. tant pis. Mm. Ouais, c'est assez réducteur de faire ça, C'est je suis ça. d'accord. Ok, d'accord. Moi, j'ai plutôt suivi ton groupe Instagram, toi, tu as plus de 18 000 followers. Oui. Et dans ton magazine, dans ton blog,
Tu sais combien de lecteurs tu as, lectrices tu as? Je sais pas du tout. En fait, je regarde pas trop mes stats. C'est un truc qui est pas bien d'ailleurs. Ouais. Je délègue souvent cette tâche parce que, enfin, franchement, avant j'avais WordPress sur mon téléphone, je regardais tout le temps et là je me suis détachée de tout ça en fait parce qu'il y a aussi le fait de pas vouloir m'attarder sur les chiffres en fait et je sais que c'est pas bien parce que voilà, tout le monde dit il faut une stratégie, il faut regarder, blablabla. Mais j'avoue, j'y porte pas trop d'importance. Donc je ne saurais pas répondre à ta question. Ce qu'on appelle en anglais, ils disent les vanity metrics, se focaliser sur les chiffres, le nombre de followers, tout ça, le nombre de vues, etc., plutôt que sur l'impact qu'on veut avoir. Et du coup, toi, dans ton projet, tu te focalises sur quoi? Tu regardes quoi, en fait? Est-ce que tu postes vraiment ou tu écris juste de manière ouverte et que tu regardes pas les retours ou qu'est-ce que tu regardes du coup? C'est ça, par contre, je regarde quand même les statistiques sur Instagram. Par Ouais. exemple, les posts, quand je vois qu'il y a un post qui a bien marché, ben, je me dis que potentiellement le sujet a plu et, Mhm. enfin, est utile pour ma communauté. Du coup, bah, je vais essayer de voir si je peux faire d'autres posts dans la même thématique ou de compléter le post s'il n'est pas complet au moment où je l'ai publié. Donc ça, quand même aussi, Instagram, du coup, je regarde quand même les statistiques parce que c'est disponible sur le téléphone. Mais c'est vrai que la partie blog, je l'ai complètement zappée, en Ouais. fait. Du coup, tu es Euh, plus focalisé sur les réseaux sociaux plutôt que la mailing list. j'ai une mailing list, par contre, ça, ouais, j'ai les stats, mais j'avoue, je regarde vite fait, en fait, Mhm. enfin, j'envoie la prochaine, je regarde celle de la précédente. Donc, Mhm. pareil, ça me donne. Mais en fait, mes stats, elles sont stables. Je fais toujours le même taux d'ouverture à peu près. Donc, je vois que les Mhm. sujets, à mon avis, sont à peu près équivalents. Et puis, sur Instagram, si, il y a quand même des posts qui ressortent du lot. Et du coup, bah, je me dis. Et puis, c'est souvent des posts spiritualité. Donc, je me dis, au final, Mhm. Mhm. j'avais peur de parler de ça. Puis, au final, ben, c'est ce qui marche le mieux. Mhm. Euh, donc voilà, je regarde les stats des publications. Et après, bah, je regarde quand même le nombre d'abonnés, hein, je ne vais pas mentir. Donc, Ouais. ça, forcément, sur Instagram, c'est très présent, donc on le voit. Mais Mhm. j'essaye de ne pas en faire une fin en soi, parce qu'en fait, ça veut vraiment rien dire. Parce que enfin, entre Mhm. le nombre d'abonnés, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'on a 18 000 personnes qui nous lisent et qui. Enfin, voilà, je pense qu'il y a aussi des comptes fantômes, entre guillemets, enfin, qui sont plus là, des gens qui lisent pas du tout notre contenu. Enfin, voilà, donc pour moi, c'est pas forcément parlant. Ok, d'accord. Dans ton blog, dans ton compte Instagram, tu mets en avant je vois que tu fais beaucoup de posts où tu donnes, voilà, je vois au hasard, là, je regarde 5 indispensables du Ramadan. Je vois un hadith. Voilà, même beaucoup de posts pour les femmes. Tu fais un podcast, j'ai l'impression que c'est très axé sur les femmes. C'est bien ça? C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui vont se prêter plus ou moins aux femmes. Mais moi, je parle quand même du principe. Par exemple, quand je parle de la dépression du postpartum, quand je parle de l'allaitement, de la grossesse, bien entendu, ça concerne les femmes. Mais pour moi, ça concerne aussi les hommes, parce que les femmes sont les épouses d'eux, ou les filles d'eux, ou les sœurs d'eux. Et je pense que Oui, c'est aussi bien de sensibiliser les hommes, parce que, par exemple, une dépression du postpartum, s'il y en a une, malheureusement, ça va impacter l'enfant, la maman, mais aussi le père, en fait. Donc, il doit être au courant de ce sujet de santé pour pouvoir avoir le comportement adéquat avec son épouse, par exemple. Donc, en fait, oui, pour moi, même quand je vais parler d'un sujet féminin, parce que c'est un sujet de santé féminin, ça va s'adresser aux hommes parce que je vois la famille comme un tout, en fait. Donc, après, oui, il y a des sujets, forcément, c'est féminin, mais après, quand je vais parler de boulimie, d'hyperphagie, des problèmes d'estomac, ça peut aussi concerner les hommes. Du coup, pour le coup, là, oui, c'est plus vaste. ok. Et dans ton blog, du coup, qu'est-ce que tu proposes maintenant? Bah là, sur le blog, en fait, il y a principalement les épisodes du podcast qui sont publiés. Mhm. Après, il y a mes interfaces pour accéder aux produits que je propose. Donc, il y a le Ouais, livre dont j'ai ok, parlé tout à l'heure, le guide du ouais. Ramadan optimal, et j'ai un programme en ligne qui s'appelle Destress pour Mhm. apprendre à construire en fait une stratégie anti-stress, que ce soit en prévention ou quand le stress est déjà là. D'accord. Ok, donc tu as le podcast, les formations et ton livre. On va parler un peu du coup des formations et du livre. Hmm. Peut-être on peut commencer par les formations. Oui, tu vas parler de la formation sur des stress, Oui. stratégie anti-stress. Pourquoi tu as voulu faire une formation sur ça?
Ressenti stress par rapport à quoi? Par rapport à la vie de tous les jours, par rapport au travail, par rapport à c'est quoi exactement? Je ah bah, justement déjà pour, répondre à ta dernière question, c'est tout. Enfin, c'est le travail, c'est la vie de tous les jours. J'ai voulu faire quelque chose de global. En fait, dans les il y a plusieurs modules. Il y a un module où on fait déjà un état des lieux avec vraiment un questionnaire et cetera pour, évaluer, le degré de son stress. Faire un état des lieux parce qu'enfin voilà, il faut toujours, partir, d'un état des lieux, mettre en place la stratégie et voir après, refaire cet état des lieux, voir s'il y a eu des améliorations ou pas. Ensuite, il y a clairement une partie hygiène de vie parce que, le stress, il y a pas de méthode miracle en fait, c'est des choses toutes simples. Il faut d'abord corriger un certain nombre de choses dans son hygiène de vie, donc dans l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et cetera et cetera. Donc ça, c'est, du coup, ça va s'adresser à tout le monde. C'est le stress qui peut découler de nos mauvaises hygiènes de vie, pardon. Mmh. Ensuite, il y a un module plus axé spiritualité. Du coup, voilà, là, ça va être plus donc, pour les musulmans, où ça va être l'objet de créer une routine spirituelle anti-stress, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place et qui vont permettre de diminuer les symptômes. Je vais donner un exemple, par exemple, faire ces invocations du matin et du soir régulièrement, faire du dhikr, etc. C'est des médicaments du cœur, donc ça aide dans ce genre de situation. Et il y a une partie organisationnelle, en fait, enfin, gestion du temps, parce qu'on peut aussi être stressé parce qu'on gère mal son temps, tout simplement, ou qu'on ne sait pas prioriser, qu'on ne sait pas dire non, etc. Donc voilà comment le programme il est articulé. Et pourquoi j'ai voulu faire ce programme? J'avais fait à l'époque un sondage auprès de ma mailing list, justement, pour voir à peu près les problèmes enfin, ce qui leur posait plus problème pour commencer en priorité avec le problème qui revenait le plus, c'était le stress qui revenait le plus. Il y avait aussi les problèmes alimentaires, mais le stress revenait beaucoup plus. Donc, j'ai commencé par créer un programme sur le stress. Voilà le pourquoi. OK. OK. Donc pour la partie tout ce qui est la partie médicale, bon, tu as le bagage, médical et du coup, enfin moi je te pose la question comme ça parce que je suis curieux, hein, même par rapport à moi, par rapport à mon podcast, si je compte pas faire de formation, mais on sait jamais, peut-être dans quelques années ou dans longtemps, en tout cas, c'est pas dans le projet immédiat. Mais, je suis curieux de savoir comment est-ce que tu fais pour, gérer un peu toutes ces thématiques ou peut-être que tu es pas je sais pas si tu as un bagage religieux très intense ou enfin, parce que tu parles de plusieurs thématiques. Tu m'as parlé qu'il y avait plusieurs modules, module Oui, oui. religieux, module, enfin peut-être médecine ou je sais pas. Mm. Hem et comment est-ce que tu gères, ces thématiques ou certaines d'entre elles, tu es peut-être pas forcément experte? Alors, pour tout ce qui est partie santé, Mmh à mh. savoir que dans la partie santé, il y a une partie médicale et une partie plus santé au naturel. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma spécialité, mais le stress, c'est quelque chose que je maîtrise. En fait, on va dire 85% de mes patients, je les vois pour ces genres de problématiques, stress, burn-out, dépression, etc. Donc, vraiment, ça, c'est mon Mmh. quotidien. OK. Ensuite, actuellement, je suis en cours de formation pour être conseillère en naturopathie. Donc, la partie un peu plus voilà, tout ce qui est relaxation, j'essaie toujours que ça soit en accord avec, notre religion parce que j'apprends beaucoup de choses et il y a des choses qui sont contraires à notre religion, clairement, je le dis, Ouais. parce qu'il y a des Par choses, exemple? qui sont plus reliées au bouddhisme et cetera et qui, pour moi, qui sont contraires, à ma croyance. Moi, je l'implémente pas dans mon Ouais. programme, par exemple, parce que pour moi, je suis pas en accord avec ça. Donc, Tu as un exemple, flagrant, en bah, il y a naturopathie? certaines je vais réfléchir. Bah, il y a certaines pratiques, de relaxation, heu, ou même de yoga, où il y a une partie ésotérique, en fait. Je parle pas, du yoga, si on enlève tout, c'est, ouais, d'accord, on pourrait dire: «C'est juste des étirements», mais bon, salutations au soleil et cetera. Après, il y a Ouais, aussi, je pensais à ça en plus. heu, voilà, c'est clairement, Salutations au c'est soleil, c'est bizarre. vrai. Voilà, ça fait vraiment penser aux adorateurs de statues et cetera. Puis après, il y a aussi, des choses, un peu bizarre. Il y a, là, bah, récemment, j'avais vu, il parlait de pendules, en fait. Donc clairement, j'ai été invitée pour, participer à une réunion comme ça. Enfin, moi, j'y ai pas participé du coup, mais c'était présenté comme si c'était, scientifique. Non, enfin voilà quoi, il y a des limites. Mmh. Donc voilà, tout ça, je vais écumer
je vais enlever, en fait, pour le besoin de la formation, malheureusement, on est obligé de lire tout ça, mais bien entendu, après, j'en ferai rien du tout et On trouve du bon dans chaque spécialité de toute façon, mais c'est ça. Voilà, je prends le bon et je jette le reste. OK. Donc ça, c'est Donc ouais, voilà, tu m'as dit la partie naturopathie, la partie, voilà, c'est ça. médecine. Donc, mm. Mmh. J'avais commencé une formation en médecine prophétique, mais là, je l'ai mise en pause parce que clairement, je fais trop de choses. Donc, Ouais. normalement, il faut que je me calme. Mais comme c'est une formation qui n'est pas, contrairement à celle de naturopathie où j'ai des deadlines, c'est quelque chose que voilà, j'ai acheté et je peux le faire quand je veux. Mmh. Je m'y consacrerai quand j'aurai fini celle de Et naturopathie. et Donc, pour la celle-là, partie elle est en stand-by. spirituelle, tu fais comment pour l'intégrer? La partie spirituelle, j'ai fait une licence en sciences islamiques en distanciel à Château-Chinon, enfin avec Ah, Château-Chinon. tu nous avais pas dit. OK. D'accord, Bon, ah ouais, maintenant c'est tu le bien. sais. En fait, si tu me Donc l'avais dit en voilà. off, mais j'avais oublié de le noter. OK, très bien. Donc en fait, ouais, Donc tu voilà. as vraiment, une spécialité un peu partout. Ah, c'est cool ça. Donc tu essayes de un peu de tirer le meilleur et de faire des formations optimisées, C'est ça. en intégrant tout ça. Ah, c'est génial. OK. Donc ça, c'est la partie par rapport au stress. Est-ce que ça a eu du succès là, cette formation? Alors, qu'est-ce que c'est avoir du succès? Ça, c'est des questions que moi, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce que ça a du succès? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi cette formation? Est-ce que tu as eu des retours positifs par rapport à cette formation? Alors, donc pareil pour le beaucoup, moi, c'est des questions de chiffres à chaque fois. Enfin, tu verras, j'ai un peu du mal. Je ne sais pas ce que Ouais. c'est beaucoup. Après, moi, j'ai eu des gens qui ont intégré le programme. Il y a des personnes qui l'ont toujours pas terminé, il y en a d'autres qui l'ont terminé. Et oui, j'ai eu des retours positifs. Donc Mmh. après, je ne veux pas non plus mentir. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas fini le programme et qui ont eu des difficultés Ça, c'est pour toujours le cas pour, implémenter. les formations, Oui, pas en direct? c'est Ouais. ça. Elles vont avoir du mal à intégrer, par exemple, la partie hygiène de vie, par exemple, l'alimentation saine. Et dans ces cas-là, moi, je leur dis oui, bah, c'est vrai que là, peut-être que si tu as des difficultés, il faudra peut-être voir avec un nutritionniste, une nutritionniste ou une diététicienne, un diététicien. Parce qu'il y a des personnes où la théorie, ça va être suffisant, mais des personnes vont avoir besoin d'un accompagnement. Et là, il faut clairement faire participer les professionnels de santé, enfin les collègues, quoi, et, quand il y a besoin de plus dans l'accompagnement. Après, il y en a qui ont terminé et alhamdoulilah, j'ai eu que des retours positifs dans les personnes qui ont été au bout du programme. Super. OK et ta deuxième formation, c'est, ou bien est-ce que c'est une formation par rapport au ramadan? C'est aussi une formation? Non, c'est un livre. D'accord, c'est un livre? Ouais, c'est un livre. Du coup, c'est le Guide du Ramadan optimal. C'est un Mmh. livre. Donc, il y a une version papier et une version numérique. Mmh. Pareil, je l'ai pensé sous 4 axes. Donc, il y a un axe spiritualité, un axe organisation, un axe santé et un axe écologie. C'est à peu près toujours les mêmes axes hein, qu'on retrouve avec moi. Oui. Donc voilà. Et en fait, et même pour moi, les axes organisation, santé, écologie, je les ai pensés, ils doivent servir la spiritualité au final. Parce que dans la santé, quand je vais parler d'alimentation, pour moi, c'est même dans l'organisation, optimiser son temps en cuisine. C'est pas pour le plaisir d'optimiser son temps, c'est pour gagner du temps et réserver ce temps-là à ce qui devrait être l'essentiel pendant le ramadan, sa relation avec Dieu, sa lecture du Coran, ses différentes adorations, etc., etc. Parce que malheureusement, je pense qu'on l'a peut-être tous vu avec nos mamans en tout cas, passent Mmh. énormément de temps en cuisine Ouais. Mmh. et c'est pas l'envie qui leur manque, elles ont envie de lire leur Coran, etc. Mais elles n'ont pas le temps parce que elles passent toute la journée à cuisiner pour faire plaisir au papa, aux frères, etc. Et elles s'oublient elles-mêmes et elles oublient leur spiritualité. Donc c'est dommage de passer à côté. Mmh. Donc là, le livre, là, c'est de se dire, c'est pas une fatalité de passer son temps en cuisine, on peut gagner du temps. Et voilà, je donne à mon humble échelle quelques conseils pour optimiser son temps, pour ensuite gagner ce temps-là et le réserver à ce qui est le plus important et ce qui devrait être le plus important pendant le ramadan, c'est-à-dire nourrir sa spiritualité, nourrir son âme. OK et ce livre-là, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? C'est ton expérience personnelle ou bien c'est le retour enfin, tu as fait un questionnaire aussi par rapport à tes lectrices ou tes lecteurs? Ah, non, pas du tout. Alors ça, ce livre, c'est un projet il y a déjà plusieurs années, sauf que je procrastinais. Au début, je me suis dit, oh, je vais faire un atelier en ligne. À l'époque, je me rappelle, on m'avait sollicité donc pas pour mon blog, mais pour faire une présentation sur Ramadan et santé.
Et après, je me suis dit, ah, bah, ça serait intéressant de faire quelque chose de plus global. Et ça part aussi de ma propre expérience, en fait, parce que à chaque ramadan, j'essaye de faire un ramadan meilleur que le précédent. Et à chaque fois, je regarde qu'est-ce qui a marché au précédent ramadan, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et en fait, voilà, j'avais tout un système. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'ai partagées dans le livre, en fait, qui sont mes propres organisations. Donc, ça va être en termes de routine spirituelle, de la façon dont je suis ça, etc. Parce qu'en fait, au final, parce que j'ai des bonus en fait dans mon livre, tous les bonus qu'il y a dans mon livre, moi, je les utilise. En fait, moi, la première. Et je me suis dit, bah, autant partager ça avec le reste. Et après, bien entendu, j'ai développé un certain nombre de choses parce que c'est des thématiques que j'avais déjà abordées sur le blog, tout ce qui était alimentation, chrononutrition, etc. Et je me suis dit que bah, ça serait bien de tout regrouper, toutes les thématiques, et de tout regrouper dans un livre, d'en faire un condensé, et puis voilà, que ça, une sorte de manuel de préparation au Ramadan, en fait. D'accord. Ok. Et tu l'as lancé cette année ou l'année dernière? Je ne vois pas la date sur le En blog. 2020, et à cause du coronavirus, j'ai pas pu sortir la version papier. Du coup, j'ai fait que le e-book. Et Ok. l'année dernière, j'ai pu sortir la version papier, parce que ça s'était un peu réglé. Il y avait moins de problèmes avec la poste, etc. Donc Mhm. voilà. Ok. D'accord, bah ça tombe bien avec le ramadan qui approche. Est-ce que tu aurais par rapport enfin, aux auditeurs, aux auditrices qui écoutent, tu pourrais faire un petit teaser un peu de ton livre, donner quelques conseils pour le ramadan qui approche? Bah, enfin, j'allais dire, je pense qu'il y a tout dans mon livre, mais c'est un peu prétentieux de dire ça. C'est dans le sens où moi, je pense avoir mis tout ce que je connaissais, en tout cas. Ouais. Euh, du coup, bah, je vais parler du livre, hein. Il y a une partie spirituelle, et je l'ai mise en premier parce que pour moi, c'est le plus important. Et il va y avoir une partie, à chaque fois, comment j'ai pensé le livre, il y a une partie théorie et une partie pratique. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut quand même un peu de théorie, et puis après, il faut aussi de la pratique, parce que sinon, bah, ça reste du domaine de la théorie, et c'est pas intéressant. Donc, il va y avoir tout un rappel sur le jeûne en général, puis plus spécifiquement sur le jeûne du mois de Ramadan, et après aussi des conseils pour augmenter sa foi, ou en tout cas faire en sorte elle ne baisse pas pendant le Ramadan, au travers différentes adorations. Ensuite, la partie organisation, j'ai axé sur deux, pour moi, enfin, les deux choses qui font qu'on perd beaucoup de temps, c'est tout ce qui est procrastination, qu'elle soit positive ou pas, dans le sens où on va remettre au lendemain, euh, parce qu'en fait, parce qu'on se fixe en fait des objectifs trop importants, ce Trop qui nous ambitieux. décourage, et Hmm. voilà, trop ambitieux, et au final, on abandonne. Je donne souvent l'exemple de la lecture du Coran en entier. Ça convient à un certain type de personnes. Il y a des personnes qui arrivent, et tant mieux, hein. Mais il y a aussi d'autres profils de musulmans où ça va poser problème, parce qu'ils vont rester sur la quantité. Du coup, voilà, ils vont lire tant de pages par jour sans avoir le recueillement qui va avec, et la méditation Ouais, que ça demande. ouais. Et En après, au somnolent. final, quand Ouais. c'est ça, en somnolent, et puis quand ils ont leur fameux programme, si à 20 jours, ils ne sont pas là où le programme dit, ça les décourage, et ils finissent par plus du tout lire de tout le ramadan. Alors qu'une lecture qualitative, c'est de se dire, bah, je ne me fixe pas un objectif de terminer le Coran, mais peut-être, par exemple, euh, je vais dire 15 minutes par jour, je vais lire Mhm. du Coran, peu importe le nombre de pages que je vais lire. L'idéal, c'est de 15 minutes. Je lis ce que j'ai à lire, je lis la traduction, je lis le tafsir, et je médite sur ce que je lis. Et je pense que ces 15 minutes-là, elles seront beaucoup plus profitables au final, parce que voilà, la lecture, elle va être Hmm. de qualité. Après, si on arrive à faire les deux, c'est-à-dire à lire tout le Coran et à faire la méditation que ça demande, bah, bien entendu, c'est parfait. Mais je pense que voilà, et moi, la première, en fait, j'étais dans ce cas-là, j'ai jamais réussi à lire le Coran, enfin, avec les programmes classiques en 20 jours ou 30 jours, j'y arrive pas, clairement. Hmm. Ouais. Et j'avais ce sentiment d'inachevé à chaque fois. Donc, et depuis que j'ai lâché prise sur cet objectif de lire le Coran, et plutôt de me dire, le Ramadan va me servir de tremplin, je commence ma lecture, et peu importe si je la termine après le Ramadan, mais c'est de me dire, je lis tous les jours. C'est ça mon objectif, en fait, de lire tous les jours, donc d'être régulière, et de faire une lecture qualitative, donc avec le tafsir, et de méditer aussi sur ce que je vais lire du tafsir, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, je parlais de procrastination et de détox digital, parce que voilà, les réseaux sociaux,
les discussions sur FaceTime, et puis même les écrans, les séries du Ramadan, etc., sur 2M. Enfin, là, je vise Ouais. personne parce que c'est souvent les mamans qui regardent des séries, mais bon, Je voilà. pense à Arthur Et Lolo, des choses comme ça. c'est ça. Du coup, voilà, c'est de se dire, bon, pas non plus, il y a un juste milieu. Si une personne regarde une série, je suis pas en train de lui dire que c'est une mauvaise personne, hein, mais c'est de se dire, voilà, il faut un temps pour tout. Comme on donne un temps pour les distractions, il faut un temps pour sa spiritualité, un temps pour la cuisine, un temps pour sa famille, un temps pour son travail. Parce que je parle aussi de l'autre extrême, de se dire, bah, je me coupe du monde pendant le ramadan et je fais que du Coran et je délaisse ma famille, je délaisse mes enfants, je délaisse ma femme. Bah non, c'est pas ça. Pour moi, il faut trouver l'équilibre entre tout. Hmm. Faut qu'au travail, on remplisse nos obligations, on ne soit pas moins bon que le reste de l'année. Notre famille a un droit sur nous, donc pareil, on doit leur donner leurs droits. Et pareil, notre corps a un besoin de repos. Donc voilà, c'est de se dire, il faut trouver le juste milieu, et pas qu'une partie prenne le dessus sur l'autre. D'accord. Euh, voilà. Après, il y a une partie santé. Donc, dans la partie santé, je parle de différents sujets. Donc, déjà, tout ce qui est les bénéfices du jeûne sur le corps, etc. Après, je parle de certains états physiologiques ou états pathologiques. Donc, tout ce qui est physiologique, mais qui peut poser problème parfois pendant le ramadan, je parle de la grossesse et de l'allaitement, du coup. Et en pathologie, je fais un zoom sur le diabète, sur l'anémie, et après, je fais un rappel très rapide sur tout ce qui est maladie chronique, Hmm. etc. D'accord. Après, je parle beaucoup de l'alimentation et du coup de la chrononutrition, Hmm. du sommeil, du travail, du sport, et après des petits remèdes naturels pour les petits maux fréquents du ramadan, migraine, constipation, etc. Donc voilà, ça Ok. c'est la partie santé. Ah, machallah, c'est Et assez complet, après, hein. Hmm. oui, et la partie écologie, je propose un petit challenge zéro déchet spécial Ramadan avec une petite action à mettre en place chaque jour. Et Hmm. après, par rapport à tout ça, à la fin du livre, je les ai mis à la fin. C'est tous les bonus. Et en fait, chaque bonus se rapporte à une partie. Donc, il y a une partie bonus qui est plutôt spirituelle, donc avec un planning de routine spirituelle du Ramadan. La Hmm. boîte à Hassanet ou boîte à bonne action, en fait, c'est s'ils ont des petites actions à découper, à mettre dans une boîte et après à faire chaque jour. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais adolescente. Pour la petite histoire, j'avais une boîte Ferrero Rocher que j'avais récupérée. Ouais. J'avais enlevé l'emballage et sur mon ancien cahier de texte, j'avais marqué lire telle sourate, faire du dhikr. Et puis je mettais ça dans une boîte et chaque jour, je tirais une bonne action et j'essayais de la faire. C'est trop bien Donc ça. voilà. Ça, c'est avec les enfants, je m'imagine, ça doit être trop super ludique, quoi. Hmm. Et les enfants, ils aiment bien. Donc ça, je le faisais et du coup, bah, j'ai dit, tiens, je vais mettre ça dans mon livre. Sauf que bon, j'ai pas mis des bouts de cahier de texte, on essaie de faire quelque chose de joli quand même. Ouais. Après, il y a aussi des templates vides qui sont là pour que la personne puisse les remplir, par exemple un plan d'action Ramadan pour mettre à plat ses objectifs, etc. Parce que c'est traité dans la partie spiritualité. Il y a aussi un défi Ramadan avec un jour une bonne action, mais ça c'est sur 30 jours, du coup, avec à chaque fois faire une action. Pour la partie Mhm. organisation, il y a un tracker pour la détox digitale et après des templates liste de courses pour faire ses menus parce enfin, il y a des menus tout faits, mais pour faire sa liste de courses, il n'y a pas les recettes, hein, du coup, il faut quand même faire ses recettes, voir combien d'ingrédients ça nous demande et j'ai mis une liste de courses vide pour que chaque personne puisse s'organiser. Puis, comme ça me tient à cœur, la liste des fruits et légumes de saison parce que c'est quand même mieux de manger de saison et de pas de manger du melon ou des fraises au mois de décembre ou au mois de janvier. Donc voilà. Voilà Ok. en gros le contenu du livre. Super. Franchement, et tu m'as convaincu. Là, je pense que, en plus, je vois que tu as une version e-book. Donc, vu que je suis pas en France, je suis à Singapour et que je risque pas de l'avoir avant le Ramadan, je pense que je vais me Oui, prendre la version e-book, Inch'Allah, pour lire ça avant le Ramadan, Inch'Allah. Tu m'as convaincu. bah, Euh, avec plaisir. J'ai hâte d'avoir ton retour du coup, Inch'Allah. Inch'Allah, sans problème. Euh, tu as parlé du coup des choses à faire pendant le Ramadan. Il y a une Mhm. étape qui est hyper importante, c'est la préparation. Donc tout ce que tu viens de dire, Oui, là, en fait, beaucoup de choses se préparent en amont. oui. Tu Il y a parles des de ça choses dans qui se ton préparent livre? en amont. Ouais. En fait, il y a des choses qui se préparent en amont.
plus, pas plus tard qu'hier, j'ai eu la question d'une de mes abonnées qui voulait acheter le livre et qui me demandait si c'était encore pertinent de l'avoir, parce que le ramadan, c'est bientôt. En fait, ce livre-là, de toute façon, quand on l'a, après, il nous sert pour tous les ramadans, j'ai envie de dire, mais il y a une partie clairement qui se fait en amont. Je donne des exemples, le sevrage au sucre, le sevrage au café. Clairement, c'est quand même mieux de le faire avant, parce que si on commence le premier jour du ramadan, Ouais. forcément, il va avoir les maux de tête et pour le sucre, les craquages et la fatigue qui en découlent. Mais il y a aussi des choses qu'on peut très bien faire encore le premier jour ou les autres jours parce que finalement, par exemple, toutes les routines, bon, c'est toujours mieux de commencer le premier jour, mais s'il y a un raté les premiers jours, on peut toujours rattraper les jours d'après. Euh, pour l'alimentation, les menus commencent le premier jour. Après, ça n'empêche que, forcément, ça se prépare peut-être pour les courses Mhm. une semaine avant, mais sinon, la plupart des choses, voilà, c'est vrai que ça va plutôt s'implémenter pendant le ramadan et il y a quelques spécificités qui vont se préparer avant. Comme la partie spirituelle, c'est toujours bien de se préparer un peu avant, juste de jeûner avant, par exemple, ou même Ouais, de la préparer son charabane. programme. Voilà, Mhm. quelques jours avant, déjà de se mettre dans l'ambiance pour pas que ça fasse vraiment. Je lisais pas du tout de Coran et du jour au lendemain, je dois le lire tous les jours. Là, ça va être un peu brutal. Donc oui, Mhm. forcément, C'est vrai que il faut commencer avec. l'accumulation, plus la fatigue, plus tout ça, ouais, C'est ça. c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas au bout. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est de faire. L'idée, c'est d'y aller progressivement à son propre rythme, de ne pas suivre un exemple tout fait de quelqu'un d'autre. En fait, si par exemple, nous, c'est 1 minute par jour de Coran, pour certains, ça va paraître peu, mais si la personne, elle lit jamais de Coran, 1 minute, c'est déjà bien en fait. Et petit à Oui. petit, elle va augmenter. En fait, au final, le plus important, c'est qu'elle a un contact avec le Coran tous les jours. C'est pas la durée ou la quantité qui va compter. Donc C'est vrai que quand voilà, on est dans les mosquées, le programme standard, c'est voilà, tu lis le Coran, c'est ça. je lis finir le Coran, voilà, c'est juste à finir le Coran, Ouais, c'est ça. Mm. faire du dhikr, et on ne parle pas du tout de la qualité est associée à la quantité en fait. Oui, c'est ça, Voilà. voilà. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a les deux, c'est super. Mais par contre, si ça se fait au détriment de la méditation que ça demande, c'est dommage parce que c'est quand même une lecture qui est impactante et passer à côté de cet impact, c'est quand même dommage. Et ton côté, quand tu arrives à la fin du Ramadan, comment est-ce que tu évalues si tu as bien profité du mois de Ramadan spirituellement et si ouais, tu as passé un bon mois de Ramadan spirituel et que tu as fait ce que tu pouvais, comment tu évalues ça? Voilà, premièrement, je vais déjà l'évaluer intérieurement, j'ai envie de dire, on le sent en fait. Enfin, Mhm. spirituellement, quand ça se passe bien, on sent une sérénité à la fin du Ramadan. Il y a pas, je vais pas dire il n'y a pas de regret parce qu'on peut toujours faire mieux. Surtout Mhm. quand on est perfectionniste, on peut toujours faire mieux. Mais c'est de se dire, voilà, pour moi, je m'étais euh, fixé tel objectif et j'ai réussi à le faire. Donc voilà, donc il y a une partie spirituelle pure où je vais sentir mon cœur apaisé, je vais sentir que voilà, j'ai bien avancé et je vais en être fière. Et après, il y a aussi une partie, moi je suis une folle des to-do list. Donc, Ouais, et d'ailleurs, j'utilise le tracker qu'il y a dans mon livre pour les routines spirituelles. ouais. En fait, je coche ce que j'ai fait. Donc, je vois d'un seul coup d'œil s'il y a trop de trous là où j'ai manqué, en fait. Mais Mhm. j'ai un système pour pallier sur 2 semaines, en fait. Quand une action, elle n'est pas faite à la semaine 1, je vais prioriser la semaine 2, je vais commencer par l'action que j'ai pas faite en semaine 1 et pas forcément commencer par celle que j'ai bien faite à la semaine 1 pour que vraiment sur 2 semaines, j'ai tout fait. Mhm. Mais ça, faut avoir le planning sous les yeux pour comprendre, parce qu'en fait, j'ai fait un listing de différentes actions banales, enfin, les invocations, la prière, lecture du Coran, etc. Et tous les jours de la semaine. Et en fait, c'est un tracker, donc je coche. Et comme ça, j'ai un aperçu plus concret de ce que j'ai Mhm. fait ou ce que j'ai pas fait. Et je corrige le tir en fonction. Ok, donc tu as des objectifs quotidiens, mais tu as aussi des objectifs à la semaine, des choses que tu veux Oui. terminer, par exemple, semaine 1, semaine 2. Alors, les objectifs quotidiens, par exemple, ça va être, je donne un exemple, alors, les invocations du matin et du soir. Après, Après, ça se il y rattrape a, pas, ça, hein. ouais, ça se rattrape pas, c'est compliqué. Et après, par exemple, il y a des actions, si je les fais pas tous les jours, par exemple, quand j'avais mis méditation, je parle pas de la méditation relative au Coran, mais c'est par exemple de se mettre 20 minutes
à l'écart. Et puis, enfin, des fois, moi, je vais juste dans le jardin, voilà, 20 minutes. On peut bien méditer dans le jardin. Il y a la nature, enfin, moi, je regarde un arbre, je peux partir pendant 20 minutes. Ça, j'ai Hmm. pas forcément le temps de le faire tous les jours. Donc, si je le fais au moins une fois par semaine, je trouve ça déjà bien. Voilà, du coup, là, ça va être un exemple d'objectif que je peux faire à la semaine. Et puis pareil, enfin après, il y a d'autres choses, voilà, ça peut être, si c'est fait une fois, c'est déjà bien. Et voilà, après, ça va dépendre de chacun, hein. Chacun, peut-être qu'il y en a, ils vont avoir besoin de méditer tous les jours. Et je pense que voilà, il faut s'adapter à, ce- à ce que nous aimons, parce que on a quand même chacun et chacune une aspiration naturelle vers un type d'adoration. Donc moi, je dis, Hmm. voilà, forcément, si par exemple, une personne va être attirée naturellement par la lecture du Coran, il y en a une, ça va être le dhikr, et ben, bien Mhm. entendu, bah, de faire cette action quotidiennement, parce qu'il y a une facilité naturelle. Après, quand il y a quelque chose avec lequel on a plus de mal, c'est pas de le délaisser, mais peut-être pas tous les jours, mais de se dire, enfin, sauf si on veut le faire tous les jours pour se dire, je m'éduque sur ça, ou de se dire, bah, je m'autorise à le faire qu'une fois par semaine, mais toutes les semaines. Et, euh, Ok. et comme ça, voilà, on écoute un peu ses propres aspirations et ses envies. Ok. Et du coup, là, l'avantage de prendre des notes sur tout ce qu'on fait, c'est que le prochain Ramadan, tu peux revenir sur ta liste et voir un peu ce que tu as pu faire C'est l'année ça. dernière et essayer de. J'imagine que tu fais ce travail aussi. Bah, à la fin du Ramadan, j'essaie toujours de faire un bilan aussi, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mhm. Et puis d'ailleurs, dans le défi Ramadan que je propose, c'est la dernière action à faire, en fait, c'est de faire un bilan et de continuer après le Ramadan. Parce que voilà, il ne faut pas s'arrêter le jour de l'Eid. Et après, se dire, ça y est, maintenant j'ai fait 30 jours d'efforts, je lis plus de Coran, je fais plus mon dhikr, etc. Alors, bien entendu, il y aura pas le même rythme, on va pas se mentir. On a quand même un entrain particulier pendant le Ramadan, et puis c'est un mois béni, hein, donc on le ressent aussi. Mais c'est de se Hmm. dire, bah, par exemple, la lecture du Coran, si je peux pas tous les jours, je me fixe un objectif au moins 2 fois par semaine. Je regarde mon emploi du temps quand je suis libre, je me fixe 15 minutes de lecture. C'est de garder ces bonnes habitudes et puis de faire un bilan positif, négatif, pour pouvoir implémenter les choses positives ben, dans son après-Ramadan et préparer le Ramadan prochain, Inch'Allah. Hmm. Et voilà, de tirer les leçons de son Ramadan. C'est une école, hein, donc pour moi, enfin, j'aime pas le terme évaluation parce que ça fait un peu. Mais de se dire, voilà, faut avoir des objectifs euh, et de faire une sorte d'état des lieux à la fin pour voir ce qui est améliorable ou pas. Ok. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet par rapport au Ramadan. Merci beaucoup pour tes conseils, Hmm. Nadia. De rien, Euh, avec plaisir. je voulais terminer sur un sujet. Tu es toujours médecin. Donc, on a parlé beaucoup du blog, mais en parallèle, tu es toujours médecin et tu as une vie de famille, machallah. Hmm. Euh, donc, comment est-ce que tu gères un peu ces trois choses à la fois? Donc, ton travail qui doit être assez prenant, plus le blog qui doit être assez prenant aussi, plus la vie de famille, etc. Comment est-ce que tu gères tout ça? Bonne question. Je pense que de nature, je suis un peu hyperactive. Donc, en fait, j'ai ce besoin de faire quelque chose tout le temps. En fait, ouais, je me résumerai comme ça. Après, comment je gère? Je travaille à temps partiel, donc ça m'aide à gérer, en fait. Donc, je Ouais, travaille pas à temps plein. d'accord. Donc, je me suis organisée en fonction de ça, justement. Donc, c'était Et un choix après, de travailler à temps ben, partiel pour avoir plus de temps. pour la famille, oui. Ouais. Oui, c'était un choix pour la famille et même pour moi. Je ne voyais pas travailler à temps complet avec des enfants et tout. Donc, Mhm. pour qu'il y ait un certain équilibre, en fait, et puis que je puisse faire autre chose. Parce que justement, bah voilà, sur mon temps libre, mais ça, c'est pas forcément bien délimité, bah, je vais faire du blogging, entre guillemets, enfin, un podcast, etc. Et voilà, j'essaie de m'organiser en fonction. Les jours où je travaille pas, ben, on va me voir plus sur les réseaux sociaux. Les jours où je travaille, je suis pas là. Donc voilà, Hmm. enfin, ça s'imbrique naturellement au final. Et puis après, bah, voilà, le reste suit. Mais oui, je pense que ça demande de l'organisation, mais je pense être quelqu'un d'organisé de nature. Ouais. Enfin, j'ai des plannings et des to-do list dans ma tête et des listes. Ouais. Tu notes Et les to-do list, tu ouais, as des je calendriers. note. Hmm. En fait, moi, je suis une folle de l'organisation. Donc, en fait, je vais faire des tableaux de tableaux. Mais ça, c'est depuis que je suis jeune, je fais ça. Et c'est un Hmm. côté rassurant pour moi. Et tu vas Et marquer, par exemple, ce que tu fais la semaine, ce que tu dois faire. T'organises à oui, l'avance, tu voilà, prépares à bah, l'avance. oui, par exemple, ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai mon agenda. Je me fais une to-do list de ce que je dois faire la semaine. Et après, je répartis sur les jours. J'essaie de faire ça tous les dimanches, de me poser.
en ce moment, je le fais moins, mais de me poser et puis voilà, d'aplanir, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est prioritaire, et puis voilà, j'organise ma semaine comme ça. Mhm. Et puis voilà, après, il y a une certaine routine, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc voilà, il y a un jour, entre les papiers, je sais que voilà, ça va être tel jour, je ne vais pas le faire un autre jour. Et du coup, voilà, je me fais un petit tas, et puis le jour J, je m'attaque à ça, et c'est classé. Bah, pareil pour tout ce qui est famille, etc. Bon, ça, c'est tous les jours. Et après, le travail, bah, quand je suis au Donc, tu, travail, je tu, suis au tu places un travail. temps, tu places un temps dans ton calendrier pour la famille. Bon, non, pour moi, c'est tout le temps, en fait. Au final, on Hmm. interagit avec eux tout le temps. Ouais. Après, pour les rendez-vous, etc., forcément, parce qu'il y a des rendez-vous à honorer, Ouais. etc. Donc ça, oui, forcément, il faut planifier, les rendez-vous médicaux, etc. Mais sinon, le reste, pour moi, c'est... j'ai quand même des jours, par exemple, pour les cours d'arabe, pour les cours de religion. Donc oui, j'ai le week-end, je fais ça. Mais, euh, mais voilà, après, le reste, ça s'imbrique un peu. On fait un puzzle, quoi, chaque semaine. Oui. Là où il y a des trous, on va mettre quelque chose. Ok, super. Bah, écoute, Nadia, on a fait un peu le tour des questions, des grosses questions. Je vais finir par quelques petites questions pour terminer le podcast, Inch'Allah. Euh, Hmm. est-ce que tu as quelles sont tes routines préférées qui t'aident à progresser, qui t'aident à tenir le rythme? Je suis sûr que tu as des routines vu que Alors, tu es très organisé. ouais, j'ai des routines. Après, elles varient en fonction de l'année, en fonction de mon état de santé, de la fatigue, etc. Mais Oui. vraiment, enfin, la routine idéale qui m'aide. Enfin, moi, je sais que quand je vais commencer comme ça, je me sens bien pour le reste de la journée. Et quand je le fais pas, je me sens pas bien, justement. J'aime bien me lever un petit peu avant tout le monde pour avoir un moment toute seule, parce que j'ai besoin, en fait, d'être toute seule, parfois, Hmm. enfin, tous Ouais. les jours même, j'ai envie de dire, et d'être un peu dans ma bulle. Et pendant cette bulle-là, enfin, j'aime bien le matin après le fajr, en fait, je trouve que ça s'y prête bien, c'est calme. On Ouais. entend juste les oiseaux à l'extérieur et c'est un côté apaisant. Et d'avoir une lecture spirituelle, ou non, hein, d'ailleurs, hein, mais d'avoir un moment comme ça, d'être un peu dans sa bulle, Un moment et pour de soi. lire, en fait. Voilà, c'est ça. Quand ça commence comme ça, généralement, le reste de la journée, on est plus disponible, on est en meilleure forme. Mhm. Après, un bon petit déjeuner, alors ça, chez moi, c'est non négociable. Je ne peux pas commencer la journée si j'ai pas pris mon petit déjeuner, sinon je suis pas de bonne humeur. Et Ouais. c'est des petits trucs tout simples. J'aime bien manger un fruit avec des amandes. Ça, c'est mon rituel du matin. Une boisson chaude. Enfin, je prends soit du thé, soit une tisane en fonction des envies. Puis mes petites tartines. Enfin, vraiment, après, ça dépend. Je mets jamais la même chose dessus. Mais c'est mon petit rituel du matin. J'aime bien. J'aime bien. Et Ok. après, en fonction de l'année, ça dépend. Il y a des périodes de l'année où j'arrive à faire une activité physique et j'aime bien marcher Mhm. soit à l'extérieur, soit sur un tapis de marche. Il y a des périodes de l'année où je le fais moins parce qu'il y a de la fatigue ou des douleurs, etc. Donc on fait moins. Mais voilà, pour moi, euh, une routine efficace, en fait, c'est d'avoir un petit moment pour soi, spirituel, et aussi un moment pour soi pour faire quelque chose qu'on aime. Par exemple, moi, ça va être la lecture et Mhm. d'être un peu déconnecté de tout le monde. Après, après passer un temps en famille, petit déjeuner, etc., pour bien commencer la journée. Une activité physique, ça, c'est le top. Et voilà. Après, bon, la journée, après, elle se déroule comme Mhm. elle doit se dérouler. Très belle routine, machallah. Est-ce que tu as des lectures à recommander, des lectures qui, toi, t'ont particulièrement marqué ou que tu souhaiterais recommander? Oui, alors ça a été dur de faire le filtre. J'en ai un petit peu trop, je crois, mais tu me dis si je dois en donner que trois, j'en donne que trois. Non, non, tu peux y aller, Euh, hein. Bon, si tu prends plus d'une demi-heure, je t'arrêterai, mais sinon, tu peux y aller. Mais je vais juste les citer. Du coup, enfin, il y a un petit livre qui se lit très vite. C'est L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Je trouve Ok. la morale de l'histoire très jolie. Il y a L'éthique du musulman de Mohamed El Ghazali. Ça, Très souvent cité c'est... celui-là, hein. Ouais, là, ce livre, je pense que c'est un incontournable. Et ça devrait être le guide enfin, pour la construction de la personnalité de chacun, en fait. J'ai Hmm. beaucoup aimé ce livre-là. Il y a Environnement et Islam de Jamel Khelmimoun, je pense que ça se prononce comme ça. Mhm. Donc pareil, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est un petit livre hein, qui se lit très rapidement
Ok. et qui est très intéressant. Dans un tout autre domaine, ça n'a vraiment rien à voir avec le domaine de mon blog, mais je me suis dit que j'avais beaucoup aimé cette lecture. Il y a Maîtriser sa colère et celle de son enfant de Adil Fethi Abdullah, Mhm. avec des conseils concrets enfin, j'ai trouvé motivant ce livre. Donc pour tous les nerveux, il faut lire ce livre. Et puis un dernier, après j'arrête, Le Califat d'Adam de Suleiman El-Kaabi, qui est D'accord. pareil, il n'est pas très épais, mais il est très intéressant. D'accord. Et il parle de quoi, Voilà. le dernier? Bah, c'est une sorte d'essai sur il a appelé ça essai sur la temporalité coranique. Mais Mhm. enfin, moi, j'ai bien aimé comment il a développé en fait, enfin, le rôle enfin, le califat d'Adam, en fait, notre rôle de vicaire sur Terre. Et enfin, c'est développé très intellectuellement. Et c'est un livre qui sort du lot, en fait. Enfin, Hmm. vraiment à lire. Ok. Bon, bah écoute, je mettrai tout ça en description. C'est des livres qui ont l'air hyper intéressants. Ils me parlent tous, donc Inch'Allah, je vais les mettre dans ma liste de lecture, Inch'Allah. Voilà. Bah écoute, j'ai posé un peu toutes les questions que je voulais te poser. Ah non, il y en a une avant de terminer. Si les auditeurs ou les auditrices souhaitent suivre ton travail, c'est quoi le moyen le plus simple? Alors, il y a le blog Ou directement, s'ils veulent te contacter aussi, consomuslim.com. s'ils ont une question, ou s'ils veulent te contacter Ouais. aussi, est-ce que c'est possible aussi? Alors, tout est centralisé sur mon site internet, consomuslim.com. Sinon, Mhm. sur Instagram, donc @consomuslim, et ça s'écrit MOU, pas MU, parce que souvent, les gens font la faute. C'est Ouais, consomuslim, mais avec un U, quoi. Voilà. américaine. Ok. C'est ça. Et moi, je l'ai écrit à la française, donc voilà. D'accord, ouais, moi c'est vrai que je l'ai écrit avec un U, Muslim Makers. Ouais, voilà. Bon, du coup, je peux comprendre qu'on fasse l'erreur, hein, mais moi, je l'ai écrit comme ça se prononce, en fait. Ok, très bien. Bah écoute, Nadja, c'était un vrai plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Tu m'as donné beaucoup de conseils qui, je pense, ont parlé à beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a été très bénéfique. J'ai hâte de lire ton livre. Là, j'ai encore combien de temps? Une semaine et quelques avant le début du Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Euh, Ça se lit très vite, hein. ouais. Et que dire de plus? Que Dieu nous accorde de pouvoir être présent pendant ce mois béni, Inch'Allah, dans quelques jours. Pour ceux qui l'écoutent Amin. pendant le Ramadan, que Dieu accepte vos bonnes œuvres. Euh, et ne lâchez pas l'affaire, hein, comme on en parlait. Si vous voyez que vous n'atteignez pas vos objectifs, continuez, continuez. Là, l'important, c'est la continuité. C'est pas le volume. C'est ça. Euh, et puis voilà, je ne sais pas si tu as une dernière parole, Nadia, pour conclure. Oui, je vais rebondir sur ta dernière parole, c'est de se dire, voilà, de ne pas lâcher l'affaire, de faire un petit peu chaque jour, c'est mieux que de faire beaucoup au début. Et je dis, voilà, le ramadan, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, faire un petit peu chaque jour plutôt que de faire les bouchées doubles au début et de plus rien faire à la fin. Très bien. Écoute, sur ces belles paroles, Nadia, je te souhaite une bonne fin de semaine et je te dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Pareillement, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.